Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posés pour regarder cette petite session sketchbook. Alors la double page d'aujourd'hui, déjà comme d'habitude j'ai utilisé la feuille, la face du papier que j'aime bien. Donc là c'est une double page avec le papier qui a le grain. Ensuite vous voyez que j'ai mis des pinces, alors ça peut paraître un peu curieux. Normalement on met des pinces que quand on va peindre pour maintenir le papier pour pas qu'il gondole de trop à cause de l'eau. Mais là je suis obligée d'en mettre dès le début parce qu'en fait le côté gauche du carnet c'est là où toutes les feuilles ont été déjà utilisées et elles gondolent tellement que ça devient difficile de dessiner puisque du coup en dessous le support il n'est pas très droit. Et je trouve que ça se voit notamment avec ce croquis là, on voit que de temps en temps j'ai le papier qui s'enfonce parce qu'en fait c'est ça, le papier il fait des bosses et des creux, donc c'est assez difficile de dessiner de ce côté là. Le seul moyen que j'ai trouvé pour parer un petit peu à ça c'est de mettre des pinces histoire qu'au moins les bords ils se maintiennent. Et j'élabore des stratégies du style, avant de peindre une page, je dessine toujours les deux faces du papier. Comme ça, je sais que j'aurai pas à dessiner après sur une feuille qui serait complètement gondolée. Bon, voilà. C'est pour ça que vous m'avez vu utiliser des pinces. Sinon, pour ce qui est de la composition, je me suis quand même rendu compte que la dernière fois, le fait d'avoir pris les images au fur et à mesure qu'elles apparaissaient dans mon dossier, ça fait que comme j'ai pas eu de décor, j'en ai pas dessiné. Ce qui est un peu dommage vu que j'ai fait l'effort d'en faire dans à peu près toutes les doubles pages. Il y en a vraiment beaucoup dans le carnet, vous verrez ça dans le sketchbook tour. Et du coup c'est quand même dommage de ne pas en avoir mis dans le speed painting. Donc là j'ai décidé d'en faire un, ça sera la moitié basse de la page de droite. Et alors vous n'allez pas voir beaucoup de construction vu que ce sera une galaxie, donc ça n'a pas nécessité de faire beaucoup de dessins. Ensuite, donc ça c'était le premier point que je voulais absolument faire. Après je voulais dessiner la première fille que vous m'avez vu faire, donc complètement à gauche. Elle c'est une fille qui tient une robe et la robe est très ample comme ça, donc j'aimais bien parce que du coup ça déborde sur le reste de la feuille, donc elle je voulais absolument la dessiner. Ensuite là avec la règle vous m'avez vu tracer des petites cases, des petits médaillons, moi j'appelle ça comme ça. En fait c'est deux petits médaillons qui vont se faire écho, où j'ai dessiné des filles de dos avec un travail sur la chevelure. En ce moment je travaille beaucoup ça à la chevelure parce que je me suis rendu compte que j'ai tendance à dessiner un peu tout le temps la même façon chaque coupe de cheveux. Je fais tout le temps le même genre de chignon, tout le temps le même genre de queue de cheval, donc voilà, là ça me pousse à essayer d'innover un petit peu. Et sinon le dernier point, et pas des moindres puisqu'en fait c'est ce que je préfère dans toute la double page, c'est l'oiseau qui est au milieu. Là vous le voyez pas encore très bien, mais après je vais foncer un petit peu les traits des croquis. Alors lui je l'aime beaucoup parce que j'ai décidé finalement de le mettre un peu au dernier moment. Je voulais quelque chose qui chevauche un peu tous les autres dessins. Et je l'aime beaucoup parce que comme c'est un oiseau en plein vol et qu'il est en plein milieu, il donne du mouvement, il donne de l'élan à l'ensemble. Donc voilà, j'en suis très contente de cet élément-là. Et du coup je pense que cette double page, ça va être une de mes préférées du carnet. Bon voilà, j'en dis pas plus pour l'instant puisque on voit pas encore très bien, donc il n'y a pas grand chose à raconter. Je reviendrai plus en détail à la fin de la vidéo. Sinon, dans ma précédente vidéo, vous avez été pas mal à participer, donc je vous remercie. Mais je vous avais demandé de me faire des suggestions de sujets que vous voulez aborder et vous m'en avez pas fait. Donc tant pis pour vous, je vais parler de ce que je veux. Et ma foi, en ce moment, je cogite surtout sur tout ce qui est scénario, style narratif. Alors c'est toujours comme ça, hein, quand je décide de me remettre un petit peu à mes bandes dessinées, je retourne à la bibliothèque et j'emprunte plein de livres, je me remets à beaucoup lire et j'essaye de tirer un peu les enseignements des choix narratifs des auteurs et surtout j'essaye de voir qu'est-ce qui marche bien, en tout cas avec moi, selon mes goûts, et qu'est-ce qui marche pas du tout. Parce qu'assez étrangement, avec les livres, je suis très 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 difficile. Je me rends compte que parfois, on me conseille des choses en me disant « Ah, si t'as aimé telle histoire, tu devrais aimer telle autre histoire. » Mais en fait, les gens, quand ils font ça, ils se concentrent sur le scénario. Le type d'histoire, t'aimes la fantasy, tu vas aimer tel ou tel ouvrage qui est dans cet univers fantasy. Ou ce genre de choses. Or, je suis beaucoup plus sensible aux choix narratifs qu'aux scénarios en eux-mêmes. Je sais que c'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. J'essaye de voir qu'est-ce qui marche et pourquoi, et quelles sont les choses que j'aime pas pour éviter après moi-même de faire les mêmes erreurs dans mes propres scénarios. Et je me suis dit que j'allais partager cette réflexion avec vous, puisque je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui écrivent leur bande dessinée, voire même des fois carrément des histoires sur Wattpad, donc bravo. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à me laisser les liens pour que j'aille voir si vous les publiez. Rassurez-vous, je ne vous donnerai pas mon opinion si vous ne me l'avez pas demandé, mais c'est juste par curiosité, j'aime bien voir ce que font les autres. Au niveau des romans, ce que j'aime vraiment beaucoup, en fait quand c'est le type de scénario d'ailleurs, c'est quand on est dans le petit train-train quotidien du personnage
J'aime bien quand les débuts sont assez lents, je pense qu'en roman on peut se le permettre, donc pas trop en bande dessinée et en film parce que voilà on a un temps limité, en film on a un temps limité et en bande dessinée on peut pas faire des bandes dessinées de 3000 pages donc bon voilà il faut aller un peu vite. Mais en roman on peut se permettre de passer des chapitres entiers à expliquer la petite vie du personnage, à bien rentrer dans ses souliers et puis tout d'un coup il se passe un truc de fou. Un événement magique ou surnaturel ou fantastique et là c'est bon l'histoire, c'est parti. Ça c'est le genre de scénario que j'aime le plus. Et au niveau du style narratif, puisque c'est surtout là-dessus que portent mes observations, le seul type que j'aime, et ce qui fait que ça me rend du coup hyper difficile, c'est quand l'auteur fait en sorte que moi lectrice je puisse m'identifier au personnage. Donc ça exclut de fait tous les scénarios où par exemple on suit plusieurs personnages en même temps, où on est tantôt dans la tête d'un tel, tantôt dans la tête d'un autre personnage, parce que du coup ça nous jette en dehors de l'histoire, vu qu'on a accès déjà à des informations auxquelles le personnage principal n'a pas accès. Si par exemple à un moment vous voyez une scène où il y a qui se passe entre les méchants, bah du coup vous savez des choses que le héros peut pas savoir, et ça fait que ça fait de nous un spectateur externe en fait à l'histoire. Moi je préfère quand on est vraiment dedans, dans la peau du personnage. Et puis bon, de toute façon, à moins d'avoir des troubles de la personnalité, on ne peut pas s'identifier à plusieurs personnages en même temps. Donc voilà, je préfère quand l'auteur fait un choix bien fini. Soit on suit qu'un seul personnage et c'est narré à la troisième personne, soit c'est à la première personne, mais enfin en tout cas on suit ce personnage-là et pas un autre. Du coup, voilà, je galère un petit peu à trouver des romans que j'arrive à apprécier parce que ça fait beaucoup de critères quand même à réunir, et les types de scénarios et la façon dont c'est raconté. Depuis 2 mois, j'ai lu 3 histoires, alors il y en a 2 qui sont en plusieurs tomes, qui s'appellent, je vais vous les mettre après en boîte de description, qui s'appellent Nevermore, Library Jumpers et Lady Helen. Bon là je vais surtout parler de ce que des choses sur lesquelles j'ai tiqué, mais ce sont de bonnes histoires, hein, si vous voulez aller à la bibliothèque les emprunter. C'est quand même, ça se lit très bien et c'est plutôt agréable dans l'ensemble, mais évidemment moi j'ai regardé d'un œil très critique, donc c'est plutôt de ça dont je vais vous parler, et histoire de comparer, que vous ayez un comparatif de ce qui est pour moi un roman vraiment très bien fait. J'ai cherché à quel roman je pouvais comparer et d'où je pouvais être à peu près sûr que vous connaissez, comme ça vous comprenez mes références. J'ai trouvé, je pense que the best of the best pour moi, c'est Harry Potter. Mais avant de poursuivre, on va faire un petit interlude spécial revenant à notre sketchbook. Je voulais juste vous dire que là vous me voyez utiliser un stylo bic pour encrer. En fait c'est quelque chose que je faisais déjà bien avant de commencer la chaîne YouTube il y a fort longtemps, et que je fais depuis à peu près que j'ai une vingtaine d'années. Mais j'avais arrêté là avec l'aquarelle simplement parce que les bics que j'utilisais, en tout cas les bics classiques qu'on achète en hypermarché, ils sont pas waterproof. Donc voilà, j'avais arrêté, et j'aime beaucoup ça les bics parce qu'en fait selon que vous appuyez ou pas, le trait il peut avoir un côté vraiment très crayon, comme très naturel, et c'est pour ça que j'aimais ça. Mais donc évidemment comme après j'ai commencé l'aquarelle, ça passait pas, et grâce à Dina Norland j'ai découvert que ces bics là en particulier, les soft fill, ils sont waterproof, donc je peux me permettre de m'en servir avant de peindre, ce qui est quand même bien pratique, surtout quand je filme. Parce que du coup comme ça, comme les contours ils sont très définis, même si j'ose pas trop me pencher pour pas gêner la caméra, ou que je suis pas pile en face du carnet parce que il faut que je reste dans le cadre et tout, bah c'est pas un problème. Grâce au trait bien noir, je sais exactement où peindre, j'ai pas l'effet de perspective et tout ça, ça me gêne pas. Donc voilà pourquoi vous me voyez utiliser un stylo bic. Donc revenons à nos moutons, je vous disais Harry Potter. Je suis toujours bluffée de voir à quel point J.K. Rowling, pour quelqu'un qui avait jamais publié et qui n'était pas du tout dans son domaine, elle n'avait pas fait d'études ni rien en rapport avec l'écriture, elle n'était pas en contact avec le monde de l'édition ni quoi que ce soit, elle a quand même instinctivement trouvé tous les codes narratifs parfaits pour que l'histoire elle soit vraiment, ma foi, si c'est un best-seller c'est pas pour rien. Donc parmi toutes les choses qui font que j'aime vraiment beaucoup Harry Potter, je vais vous citer les clés narratives que j'aime vraiment beaucoup. Donc déjà, le fait qu'on suit que Harry, comme je vous le disais, j'aime bien qu'on puisse s'identifier à un personnage. Et donc dans Harry Potter, à l'exception de quelques rares chapitres qui sont en introduction et où on est avec Voldemort, sinon on n'est que avec Harry. Et ça permet de complètement s'identifier au personnage, mais en plus ça donne une très grande cohérence à l'histoire.
puisqu'il y a, comme on découvre les choses, les intrigues en même temps que lui, et que on vit les choses en même temps que lui, tout est très logique. En plus, les romans ils sont assez épais, donc on a vraiment le temps de bien digérer. Et voilà, il est crédible comme personnage. Ça, c'est le premier point. Ensuite, elle a fait quelque chose, et ça, c'est important pour toutes les personnes qui, comme moi, écrivent des histoires qui se passent dans un monde inventé, c'est-à-dire qui n'est pas la réalité du quotidien. C'est qu'elle a trouvé ce moyen pour qu'on puisse rentrer progressivement dans ce monde-là et le découvrir de façon très intelligente. Elle a pris un personnage de la vie réelle. Harry, au début de l'histoire, il est comme vous et moi. Il a une petite vie un peu pathétique. Et elle l'a mis dans ce monde, tout d'un coup de la magie. Et comme on a les mêmes codes et les mêmes références et la même culture que lui, on comprend les mêmes choses que lui en même temps que lui et on s'émerveille des mêmes choses. Vous voyez, tout est possible. On se dit, oui, ça pourrait être moi, quoi. Ça marche vraiment très bien et c'est une bonne astuce. Quand on a un monde imaginaire, il faut soit avoir un personnage qui est du monde réel et qui va dans ce monde imaginaire, soit choisir dans ce monde imaginaire quelque chose d'assez quand même classique. Par exemple, si vous prenez Le Seigneur des Anneaux, le début, quand vous prenez le monde de la comté, vous avez beau savoir que ça se passe dans un monde qui n'est pas réel, on dirait la vie du village d'à côté, vous voyez, on dirait des bons gros paysans. Ils sont quand même très classiques dans leur style et en même temps qu'on part avec Frodon à la découverte de la Terre du Milieu, on découvre les choses. Donc Tolkien aussi, il a utilisé cette astuce de prendre quelqu'un qui avait une vie assez banale et d'en faire quelque chose, de le mettre tout d'un coup dans la réalité de l'immensité du monde, plein de magie et de choses obscures. Et enfin, dernière petite astuce qui est plutôt pas mal, alors ça c'est plus ou moins facile à appliquer, c'est que dans beaucoup d'histoires, le protagoniste c'est le personnage en fait qui est le plus classique dans le sens un peu banal, insipide, par rapport au personnage secondaire. Typiquement dans Harry Potter, le caractère d'Harry c'est celui qui est le moins facile à définir parce qu'en fait il est très lisse. Il n'a pas de traits de personnalité vraiment très marqués. Et ça, c'est pour permettre au plus grand nombre de gens de s'identifier à lui. Et c'est souvent pour cette raison d'ailleurs qu'on préfère les personnages secondaires. En général, quand on vous dit quel est ton personnage préféré dans telle série ou dans tel roman ou dans tel film, ça va toujours être un autre personnage plutôt que le héros. Parce que le héros, comme il a une personnalité assez simple, on va chercher les types de caractères qui nous plaisent le plus. Et dans Harry Potter, Harry, on ne peut pas dire qu'il est comme ceci ou comme cela. En fait, il est ni peureux, ni très courageux, ni bête, ni très intelligent. Vous voyez, il est très dans la moyenne. Alors que par contre, vous avez les autres personnages avec des traits caricaturaux qui sont un peu forcés exprès pour qu'on puisse assez rapidement comprendre leur caractère et qu'on puisse tout de suite identifier leurs réactions. Bon, Ron, Hermione, Luna. Alors Luna, c'est je crois l'exemple parfait du personnage qui est très marqué et que tout le monde adore. Je ne sais pas si J.K. Rowling avait prévu qu'elle soit à ce point adorée, mais je pense que ça doit être un des personnages préférés de tout le monde. Même Neville ou Drago, on arrive mieux à les définir que Harry. Donc ça, c'est aussi un point qui est pas mal et qu'il faut garder en tête parce que si vous faites des personnages qui sont un protagoniste qui est trop marqué au niveau du tempérament, ça peut assez vite repousser une certaine... ça peut assez vite empêcher qu'on s'identifie complètement à lui. Je sais qu'il y a certains mangas, par exemple, notamment dans les shonen, où les héros, ils sont trop... Alors dans les shonen, ce que j'aime pas, c'est les héros qui sont trop punchy, ultra survoltés, trop tout le temps à fond. Eux, ils me fatiguent. Franchement, ils me fatiguent. Et dans les shoujo, c'est quand l'héroïne, elle est niaise au possible, t'as l'impression qu'elle a deux tensions et qu'elle comprend rien, ou elle comprend tout avec 10 ans de retard. Ça aussi, c'est un petit peu relou. Mais voilà, ils sont un petit peu caricaturaux et très vite, on va préférer les autres personnages. Et souvent, ça marche comme ça. On a un personnage principal qui est plutôt tranquille dans la moyenne, et puis on va avoir, par exemple, l'intérêt amoureux. C'est comme ça qu'on appelle quand la fille elle est amoureuse du garçon, etc. On appelle ça un intérêt amoureux. Donc l'intérêt amoureux qui, lui, va avoir pas mal de particularités, ou la meilleure copine, ou tous les autres personnages autour qui, eux, sont déjà beaucoup plus marqués. Donc voilà pour les qualités que j'ai trouvées dans Harry Potter. Et avant de continuer, petite interlude de sketchbook. Je voulais juste vous dire que vous allez voir, il n'y a pas la fin de la galaxie. En fait, c'est justement en regardant Harry Potter à la télé, le soir, que j'étais en train de laisser reposer cette image-là pour la finir le lendemain. Mais vous voyez, là, elle est déjà finie quand on regarde en bas de l'image.
j'ai progressivement, pendant que j'étais en train de regarder Harry Potter, j'ai commencé à prendre mes Posca par-ci par-là et à rajouter des petits éléments. Et finalement, je l'ai fini, voilà, je l'ai fini le soir. C'est pour ça que ça n'a pas été filmé. Bon, c'est des petits détails, hein, mais ce que j'ai bien aimé, c'est le fait d'avoir débordé du cadre. Vous voyez, j'ai rajouté des petites étoiles tout autour et je trouve que du coup, ça habille un petit peu l'image. Voilà, on retourne à nos moutons. Et donc, en partant de mes observations sur le style narratif de Harry Potter, je peux comparer avec d'autres romans, des choses que je vais préférer ou plus généralement que je vais moins aimer. Par exemple, le premier que j'ai pris cette année, c'était un roman jeunesse. J'aime beaucoup les romans jeunesse parce qu'en général, c'est très équilibré. C'est jamais ni trop violent, ni trop sexuel, ni trop philosophique, ni trop moralisateur. Vous voyez, ça reste quand même plutôt tempéré. Et donc, c'est un roman qui s'appelle Nevermore. Et alors, il y a des choses que j'ai trouvées très bien et des choses qui m'ont un peu déçue. Déjà, le roman, vous lisez le dos, là où il y a le résumé et la bande-annonce. Et ils sont là, dithyrambiques, comme quoi c'est un roman hyper imaginatif façon Harry Potter. Alors ça, c'est le truc un peu chiant maintenant. C'est que quand vous avez un chef-d'œuvre dans un domaine, après, ils sont obligés, les critiques et les magazines spécialisés, de tout comparer. Il y a des nains, des elfes et une guerre. Allez, c'est bon, c'est un truc à la Seigneur des Anneaux. Et là, c'est un monde un peu imaginaire. Allez hop, c'est Harry Potter. Sauf que pas du tout. Déjà, c'est pas un monde de la magie, c'est un monde fantasmagorique. Donc ça ressemble beaucoup plus à Alice au Pays des Merveilles que vraiment à Harry Potter. Le souci, c'est que déjà tout va très vite dans le roman. Alors ça, je pense que c'est peut-être une erreur entre guillemets comme c'est le premier roman et que ça va a priori être une saga, elle a voulu dire beaucoup de choses d'un coup, sauf que elle l'a pas aussi bien tourné que J.K. Rowling. L'auteur, elle a fait quand même le bon choix de nous présenter un personnage et il n'y a que elle qu'on suit, donc ça au début j'étais plutôt enthousiaste. Effectivement, elle a vraiment beaucoup de belles idées, c'est vraiment très bien trouvé et on voit qu'elle aussi, elle a beaucoup réfléchi à son univers. C'est pas aussi sophistiqué, en tout cas pour ce premier roman, que Harry Potter, mais bon, je pense que si on prend juste le premier roman d'Harry Potter, c'est pareil, hein, c'est pas encore très développé, ça vient après au fur et à mesure, donc elle, je pense que ça va être pareil. Elle a beaucoup de bonnes idées, mais elle a commis plusieurs erreurs. Premièrement, comme tout va très vite, on comprend pas comment les relations entre les personnages se font. Déjà. C'est-à-dire que le garçon avec qui elle devient meilleure pote, on ne sait pas pourquoi ils deviennent meilleurs potes. Au début, il y avait une relation assez prometteuse d'ailleurs, avec une rivalité, un personnage un peu... on ne sait pas trop s'il va être comme Drago dans Harry Potter ou si finalement ils vont devenir amis. Et puis finalement ils deviennent amis, mais alors on ne comprend pas pourquoi. Du genre d'un chapitre à l'autre, c'est bon, ils sont potes, ils se font des sourires et ils se font des compliments, alors que jusqu'ici, ils faisaient que de s'envoyer des pics et de se regarder de travers. Chelou. Donc... ça, c'est pas très bien fait. Autre chose aussi et là c'est vraiment beaucoup plus gênant, en tout cas ça l'a été pour moi, c'est que ce monde, il est imaginaire, mais il est, comme je le disais, il est beaucoup plus proche de Alice au Pays des Merveilles que de Harry Potter. Harry Potter, en fait, le monde des magiciens, des sorciers, c'est un monde, mais qui est, on dirait juste une culture différente de la nôtre. Mais il y a des règles très bien établies, on sait ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire et tout. Alors que dans Nevermore, on est beaucoup plus dans l'absurde. Donc par exemple, à un moment, elle va voir un taureau, un homme taureau, c'est-à-dire que c'est un taureau mais qui se comporte comme un humain. Il est humanoïde, il porte des vêtements et il parle et il se tient sur ses pattes arrière. Bon bah voilà, c'est un personnage comme un autre, il n'y a rien de choquant pour elle. Par contre, elle va voir une licorne et là, elle est époustouflée. Et du coup, on comprend pas trop le rapport, vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie entre ce qui est censé être étonnant et ce qui est normal. Donc on a vraiment beaucoup de mal à se placer dans ce monde-là. Et ça fait aussi que des moments où on voit des choses un peu ahurissantes, comme c'est censé être normal dans le monde où vit l'héroïne, l'auteur passe dessus comme si de rien n'était et on reste un peu sur sa faim, on comprend pas trop, on voudrait des explications, on nous en donne pas et du coup c'est comme si on n'était pas vraiment dans le monde. Parce que là pour le coup, c'est l'inverse qui se passe de ce que je disais quand on suit pas le personnage principal et que du coup on a des informations que lui il a pas et que c'était bizarre. Là c'est l'inverse, c'est à dire que le personnage il a l'air de comprendre des choses que nous lecteurs on n'arrive pas du tout à piger, donc c'est un peu étrange aussi. Et le dernier point que j'ai pas du tout aimé dans Nevermore, c'est la façon dont elle gère le temps qui passe, à savoir que pendant la moitié du roman il se passe à peine quelques jours, je crois qu'il se passe 3 jours en tout,
Et on est là, genre limite, on suit l'héroïne minute par minute. Et d'un coup, on ne sait pas pourquoi, elle décide d'ellipser des semaines entières. Donc des semaines entières, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est là, elle commence son chapitre. Il s'était passé plusieurs semaines. Et puis voilà. Donc du coup, à nouveau, on est extirpé de l'histoire et on n'est plus associé au personnage, on n'est plus identifié au personnage parce qu'on ne comprend pas ce qu'elle a fait pendant plusieurs semaines. Et le fait que ce soit d'un coup, comme ça, les deux types de temps qui s'écoulent, c'est très étrange. Alors que dans Harry Potter, on suit Harry chaque année et à chaque fois il y a la rentrée, Noël, les vacances. Vous voyez, tout est bien schématisé et donc on arrive à suivre et à se poser correctement puisque c'est proche de ce qui se passe dans la vie réelle. Alors qu'avec Nevermore, on ne comprend pas trop. Donc voilà pour Nevermore et les petites erreurs dans la narration que j'ai pu repérer. En tout cas de mon point de vue. Ça n'empêche qu'il y a beaucoup de qualité dans ce roman et que je vais attendre la suite avec impatience. Sinon, j'ai continué la lecture d'une série dont j'avais déjà lu le tome 1 il y a 2 ans je crois. Et là du coup il y avait les deux tomes suivants donc je les ai pris. Ça s'appelle Library Jumpers. Et ça raconte l'histoire en fait de 3 adolescents dont l'héroïne qui s'appelle Jia. Et c'est elle qu'on suit et c'est écrit à la première personne. Donc c'est je suis nanana. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans sa tête à elle. Et un jour, elle est à la bibliothèque, elle voit un personnage être aspiré dans un livre. Et en passant son tour dans le livre, elle découvre que c'est un espèce de portail, une espèce de porte pour aller dans un monde fantastique. Mais à l'instar de Harry Potter, c'est un monde qui en fait est caché d'une autre pour pas que les deux univers se télescopent, genre les humains normaux et ce monde fantastique, avec des magiciens, des sorciers, des vampires et tout un tas d'autres créatures. Donc ça paraît plutôt pas mal, le synopsis comme ça, bien. Sauf que déjà au niveau des inventions, c'est pas, ça casse pas trop pattes à un canard, hein, c'est pas si imaginatif que ça. En plus le monde il est très vaste, mais pour le coup il est très vaste mais très décousu. Dans le premier tome, on n'a pas le temps de dire ouf. Tout va très très vite et le problème c'est que du coup c'est pas très réaliste. En plus l'auteur elle a fait dans le très spectaculaire à base de l'héroïne en fait c'est la fille de l'amour interdit de deux personnages qui n'avaient pas le droit de se mettre ensemble et en plus son meilleur ami en fait c'est son cousin parce que son père en fait c'est le grand méchant de l'histoire qui est revenu du monde des ténèbres pour prendre sa revanche et du coup elle est l'élue parce qu'elle est l'arrière petite fille du plus grand mage qui ait jamais existé et qui a inventé des objets magiques. Elle est la seule du coup à pouvoir récupérer et donc c'est comme ça pendant tout le roman. Le problème c'est que déjà alors elle accepte tout, elle laisse blaise, hein, à aucun moment elle est choquée, ok tout va bien. Et en plus c'est associé à plein d'autres choses qui sont très mal dosées, par exemple sa personnalité. Au début de l'histoire on nous dit qu'elle est du genre un peu peureuse, qu'elle aime bien les bibliothèques parce qu'elle a cette personnalité, vous savez genre rat de bibliothèque, la fille qui travaille bien à l'école, qui aime pas trop quand il y a des très grandes foules, qui préfère être tranquille dans son petit coin, au cinéma, vous voyez, tout est bien, tout est calme, sauf que très rapidement, on comprend que ça c'est juste ce que l'auteur veut nous faire croire, genre l'héroïne c'est quelqu'un de banal, on peut tout à fait s'identifier à elle, sauf que la nana en vérité c'est une pro du kickboxing, déjà, pareil en natation, bref c'est une super sportive, donc rien à voir avec le rat de bibliothèque tel qu'on s'imagine. En plus de ça, elle est présentée comme étant banale, mais t'inquiète que les deux beaux gosses de l'histoire, ils tombent red dingue amoureux d'elle, mais alors comme ça, hein, genre ils la voient, c'est bon, ils sont amoureux. Soi-disant qu'elle est toute peureuse, que oh là là, dès qu'il y a un peu de foule, elle est en panique, tu parles, elle voit une baston, hop, elle fonce dans la mêlée, pas de problème. Elle découvre qu'elle a plein de pouvoirs, et bien évidemment, comme par hasard, c'est des pouvoirs hyper rarissimes et elle en a pas un, elle en a deux, genre deux pouvoirs qu'on n'avait pas vus depuis des siècles et bim, elle fait collection. Comme par hasard, elle tombe amoureuse du super beau gosse de l'histoire qui lui aussi tombe amoureux d'elle, on sait pas pourquoi, hein, genre ils échangent deux phrases, ça y est, ils sont in love. Mais il se trouve qu'elle avait été fiancée à sa naissance à un autre personnage de ce monde imaginaire et du coup, lui aussi, non seulement il est beau gosse, mais en plus il est amoureux d'elle, mais en plus, s'il vous plaît, il est de sang royal, n'est-ce pas? Bref, il y a une accumulation de choses comme ça qui sont vraiment absurdes. Elle arrive à résoudre des énigmes alors que les plus grands mages et érudits qui sont de ce propre univers, hein, donc ils savent quand même mieux qu'elle de quoi ils parlent, ils n'avaient pas réussi. Et elle arrive, tac, elle te résout l'énigme, enfin bref. Il n'y a rien qui va.
pitié, si vous écrivez une histoire, faites pas ça parce que ça perd toute crédibilité. C'est un personnage qui au début avait tout pour qu'on puisse s'identifier à elle. Le fait que ce soit écrit à la première personne, le fait qu'elle ait un caractère comme ça, un peu passe-partout, et finalement elle est tellement too much. Déjà, je dis pas qu'un personnage peut pas évoluer, mais elle ne peut pas changer carrément de personnalité, ça c'est très bizarre. Et puis du coup, elle a une telle accumulation de perfection et de points exceptionnels et de choses incroyables qu'à la longue, elle est plus saoulante qu'autre chose. Et un dernier point que j'ai pas du tout aimé dans cette histoire, et là, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, donc il faut être vigilant à ce niveau-là, même si c'est tentant, c'est le nombre de personnages. Franchement, dans Library Jumpers, il y a, je crois que dès le premier roman, hein, il y a au moins une trentaine de noms à retenir. C'est abusé de chez abusé. Et je comprends pas du tout ce que l'auteur a voulu faire, et je comprends pas que son éditrice, quand elle a relu derrière elle, parce que l'éditeur il est là aussi, notamment le directeur de collection, il est là pour relire et vous montrer qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qui, par exemple quand il y a des chapitres inutiles, etc. Et je comprends pas qu'elle se soit pas rendue compte du nombre improbable de personnages qu'il y a. Et c'est des personnages en plus, elle les fait ressortir, mais une fois de temps en temps. Genre des fois pendant 3 chapitres, on n'entend plus parler d'eux, puis tout d'un coup, hop, ils se mettent à parler ou ils se mettent à révéler une information. Et à chaque fois, il faut essayer de se souvenir de qui c'était. Genre ouais, il y a 3 chapitres, il a sorti une phrase, on nous a dit que c'était un tel, ou... Enfin voilà, on comprend rien, donc ça, faut vraiment faire attention, parce que c'est des personnages, du coup, comme ils sont trop nombreux, ils sont jamais vraiment développés, et en même temps, ils sont là, ils bouffent de l'espace, parce que du coup, on se dit il vaudrait mieux avoir moins de personnages et mieux les développer plutôt que ça, quoi. Donc bref. Vraiment... je dis pas qu'il se lit pas, mais il a un côté très roman de gare, donc voilà. Lui, pour le coup, il m'a vraiment aidé à me rendre compte des trucs qu'il fallait vraiment pas faire du tout. Et le dernier roman que j'ai étudié et bien décortiqué, c'est un best-seller, c'est Lady Helen et le Club des Mauvais Jours. Donc celui-ci, je l'ai lu parce qu'il a beaucoup de succès et beaucoup de gens en parlent. Alors bon, des fois... on fait des comparaisons, on comprend pas trop. Hein. Je sais qu'il a été comparé à La Passe Miroir, alors que ça n'a absolument rien à voir. La Passe Miroir, c'est un pur chef-d'œuvre que j'adore, mais c'est de la littérature jeunesse. Alors que Lady Helen, on est plus sur du jeune adulte, parce que c'est quand même beaucoup plus noir. Donc ça n'a rien à voir au niveau du type de lectorat. Et donc Lady Helen, c'est une trilogie à la base. C'est beaucoup mieux au niveau de l'écriture et de l'intrigue que Library Jumpers. C'est beaucoup plus sophistiqué. De toute façon, le succès parle de lui-même. Et au dos du roman, on nous présente l'histoire comme étant un mélange entre les comédies romantiques de Jane Austen et de la fantaisie noire. Alors, Jane Austen, vous connaissez forcément, c'est celle qui a écrit Orgueil et Préjugés. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les adaptations de la BBC de ces romans, elles sont vraiment excellentes, je les aime beaucoup. Mon préféré, c'est Raison et Sentiment, mais le plus connu, c'est Orgueil et Préjugés. Donc à chaque fois, c'est des histoires qui se passent dans la petite noblesse de l'Angleterre. Donc c'est des romans d'époque. Et c'est toujours des intrigues amoureuses, rebondissements, trahisons, etc. Donc on nous dit que c'est ça, mélangé à de la fantaisie noire. Bon, c'est un petit peu contradictoire, mais on se dit pourquoi pas. Et donc Lady Helen, c'est l'histoire d'une fille qui fait partie de la très haute noblesse, hein, parce que, je sais pas, ça faisait mauvais genre de parler de Pecno. Donc c'est la très haute noblesse anglaise. Au début, je me suis dit, mais des princes, des princesses, des bourges, au secours. Mais finalement, ça va, puisque assez vite, on nous dit que elle fait certes partie de la haute aristocratie, mais il y a eu des soupçons d'espionnage de la part de sa famille, du coup elle n'est pas vraiment en odeur de sainteté. Et en plus elle ne correspond pas du tout aux critères de beauté de l'époque, puisqu'elle est grande, fine, athlétique et intellectuelle. Elle aime beaucoup le sport, à une époque on préfère les femmes opulentes qui se parfument et qui font des enfants et c'est tout. Donc elle est quand même assez originale et un petit peu en décalage, ça c'est plaisant. Et on découvre assez vite qu'en fait, si elle a ce côté hyperactif et pleine de ressources, c'est parce qu'elle a des capacités hors du commun qui doivent l'aider à combattre des démons, des créatures abjectes. Donc là, tout d'un coup, on bascule dans un univers très glauque à base de meurtres, viols, infamies en tout genre. Et c'est là que l'histoire pêche un petit peu à mon sens, parce que il y a tout le temps ce gros décalage entre le côté abusément sordide des détails, des descriptions du monde qu'a voulu donner l'auteur, et le côté méga midinette du reste du temps,
À base de le matin, Lady Helen va castagner les démons et se retrouve nez à nez avec des corps en putréfaction, et le soir elle va au bal de Lady Margaret où le sulfureux Lord Carston l'a invité 2 fois à danser, mais pour qui il se prend celui-là. Et en plus il y a le duc de Selborne qui est le plus beau parti d'Angleterre, mais on sait pas pourquoi il a jeté son dévolu sur la pas très estimée ni très belle Lady Helen, mais bon ok très bien admettons, et Lord Carston il ose lui effleurer un doigt, mais quel outrage, vont-ils se battre en duel pour elle? Vous le saurez en lisant les romans. Donc il y a un vrai problème entre le côté très adulte et ce rôle qu'elle a, parce que de toute façon c'est une jeune adulte, hein, donc ça paraît assez cohérent qu'elle ait des comportements d'adulte, mais l'intrigue amoureuse qui elle est du niveau école primaire, et encore je suis sympa parce que même dans Sailor Moon hein, c'est un petit peu plus développé que ça. Donc comme je le disais, j'aime bien les romans jeunesse parce que c'est jamais ni dans un excès ni dans l'autre, et là clairement c'est dans un excès complet où on a surdéveloppé le côté très horrible et très glauque. Et à côté de ça, on a un truc qui est complètement ahurissant de niaiserie. Donc je crois qu'il faut faire très attention au type de lectorat auquel on s'adresse. Soit on aborde des sujets de façon adulte et donc on le fait dans tous les domaines. Soit on reste sur du soft. Dans ces cas-là, on évite les descriptions abusives parce que avec Lady Helen, il y a un gros décalage entre tout ce qui est les passages vraiment difficiles et qui représentent tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité et l'intrigue amoureuse qui avance à 2 à l'heure parce qu'à la fin du tome 2, on n'est toujours pas plus avancé que 600 pages auparavant parce qu'elle n'arrive pas à se décider entre Lord Carston et le duc de Selborne parce qu'elle a trop de beaux gosses à ses pieds et meuf, au bout d'un moment, il faut que tu te décides quoi. Vous l'aurez compris, ce roman il m'a un petit peu frustrée parce que c'est dommage, l'auteur a fait un gros travail de fond sur tous les renseignements qu'elle donne, sur les codes de l'aristocratie de l'époque, de comment les gens vivaient, tout ce qui est les servants, comment la domesticité était gérée et tout, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, et c'est très bien écrit, hein, on voit qu'elle sait bien écrire les romans, il y a des très bons choix au niveau de la narration. Mais voilà, il y a ce côté très paradoxal de c'est très adulte d'un côté et trop gnangnan de l'autre. C'est très dommage, donc ne faites pas ça chez vous. Donc voilà, en résumé, on pourrait dire que ce que j'ai tiré comme enseignement de tout ça, c'est faire attention à pas sauter d'un personnage à un autre, sinon ça rend un peu l'histoire confuse. Aussi développer la galerie de personnages, mais progressivement, pas faire trop de personnages d'un coup parce qu'on a le temps de s'attacher à personne vraiment et de comprendre vraiment aucune relation. Il vaut mieux les amener petit à petit, c'est normal que ça s'étoffe au fur et à mesure, mais il vaut mieux que ce soit progressif, faire un petit groupe de début et après l'étoffer au fur et à mesure que l'histoire avance. Faire attention aussi quand on a un monde imaginaire à ne pas être trop didacticiel et ne pas oublier surtout que les personnes qui vont lire votre histoire, elles ne sont pas dans votre tête. Elles ne connaissent pas comme vous les petits détails et la logique du monde que vous avez inventé. Donc il faut trouver un moyen de l'amener, mais de façon que ce ne soit pas trop rébarbatif, que ça ne ressemble pas à un cours, à un exposé. Sinon, c'est un peu gênant et ça peut casser l'immersion dans ce monde. Et bien sûr, faites attention au caractère de votre personnage. Il peut évoluer, c'est normal, mais il ne faut pas qu'il change de personnalité. Un personnage qui est calme, c'est un personnage qui est calme. Il ne va pas devenir tout d'un coup un gros foufou. Et quelqu'un qui est plutôt sur la réserve ne va pas devenir hyper exalté. Vous voyez, il faut essayer d'être cohérent et de ne pas présenter un personnage comme étant timide ou calme ou banal, et puis tout d'un coup en faire un personnage qui est tout à fait exceptionnel en tout point. Pareil pour surtout tout ce qui est amitié et intrigue amoureuse. C'est bien quand on comprend pourquoi un tel peut tomber amoureux d'un tel ou pourquoi un tel va être ami avec un tel, parce que sinon c'est pas très crédible. Voilà. Je pense que je vous en ai dit pas mal. J'espère que si vous écrivez des histoires, ça vous a été utile. Et pour les autres, je suis désolée si ça vous a un petit peu ennuyé. Bref, maintenant on revient au sketchbook. Donc là on a bien avancé, je peux peut-être déjà un petit peu plus vous parler de ce que j'ai utilisé, notamment au niveau du matériel. Alors je ne l'avais pas précisé, mais pour la galaxie, peut-être vous en êtes rendu compte en voyant la palette, j'ai utilisé de l'encre et non pas de l'aquarelle. L'aquarelle a des teintes qui ne sont pas suffisamment intenses, pas suffisamment vives pour représenter les galaxies telles que je le veux. Donc j'utilise de la Colorex, qui est une marque d'encre de chez PBO. Alors pourquoi est-ce que j'utilise pas tout le temps de la Colorex? C'est simplement que les couleurs, elles sont magnifiques, il n'y a rien à redire, elles sont intenses et très vives, mais elles ne sont pas résistantes à la lumière. Je vous expliquerai, je pense, dans ma vidéo qu'il faut que je monte, elle est déjà filmée, mais il faut que je la monte sur ma palette personnalisée, celle que vous voyez là à l'écran. Je me suis filmée en train de la fabriquer, enfin de la monter, je ne sais pas trop comment dire.
Et du coup, je vous expliquerai à ce moment-là pourquoi j'ai choisi quelle couleur et qu'est-ce que la résistance à la lumière, le staining, etc. Mais enfin voilà, sachez que le Colorex, c'est pas utilisé pour des dessins qui vont être à l'air libre, par exemple exposés sur un mur ou dans une salle ou quoi que ce soit, parce que les couleurs disparaissent. Ça ne résiste pas du tout. Elles deviennent fades et finalement elles deviennent carrément blanches. Moi j'ai des dessins, on remarque même plus que j'avais utilisé de la peinture. On dirait que j'ai laissé le papier blanc tellement la peinture a disparu. Donc il faut faire très attention à ça. Bon là ça va, c'est dans un carnet. Non seulement ce sera fermé dans un carnet, mais en plus ce sera après rangé dans une bibliothèque, donc bon, ça devrait plutôt pas mal tenir. Sinon, j'ai utilisé des petits tampons encreurs, je pense que vous avez vu, pour la robe. Alors j'ai pas mal tergiversé, je voulais qu'il y ait un motif, mais je voulais que ce soit quelque chose de suffisamment fin et de régulier. Et c'est comme ça que j'en suis venue à utiliser les tampons encreurs. Au niveau des couleurs, je voulais que ce soit pas trop foncé, vu que la robe elle est blanche et que la fille elle est blonde, vous voyez, elle est très dans la peau est claire, tout est très pâle, donc je voulais pas faire quelque chose de trop violent, mais je voulais pas que ce soit fadasse non plus, donc j'ai opté pour des couleurs fluo. C'est du rose fluo avec le tampon encreur, et les petits ajouts que j'ai fait au feutre, c'est aussi du fluo. Mais je sais, ça ne se voit pas très bien à l'écran, on ne dirait pas que c'est vraiment fluo, mais ça l'est, hein. Quand vous regardez le dessin, ça brûle la rétine. Bon, c'est dommage que ça ressorte jamais sur l'écran. Les affiches que je suis en train de faire là, aussi, c'était aussi une image que j'avais où, pour les coupes de cheveux, en fait c'est pas très compliqué, hein. Je suis tombée sur une image sur Pinterest où on voyait, je crois, un chignon. Et du coup, une fois que j'ai mis cette image-là dans mes tableaux, bah, il a affiché tout un tas de dessins dans le même genre, de photos dans le même genre. Et donc il y avait la fille avec les grandes nattes là, et comme elle était assise, on voyait, contrairement aux autres photos où on voit que la coupe de cheveux, elle on la voyait en entier, puisque on voyait jusqu'en bas des nattes. Bah, du coup j'ai décidé de la dessiner en entier, je me suis dit ça ferait un personnage qu'on voit dans son intégralité. Parce que sinon il y a la fille avec la robe, mais comme il y a la robe, bon voilà, on voit pas trop son corps, donc là au moins on la voit. Et puis du coup je me rends compte que j'ai qu'un seul personnage où on voit correctement son visage, tous les autres ils sont soit de dos, soit un peu cachés. Voilà, c'est le... Je me suis pas rendu compte, hein, quand j'ai composé la double page, j'ai pas fait attention que j'avais beaucoup de personnages de dos. C'est pas très grave. Je trouve que c'est quand même assez varié puisqu'on a un décor, deux personnages entiers, un animal, deux filles qui se tiennent dans les bras, donc une image où il y a une interaction entre les personnages. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut que je travaille davantage parce que je le fais vraiment très rarement, dessiner plusieurs personnages ensemble. Il faut que je travaille là-dessus parce que en bande dessinée c'est quand même un petit peu compliqué, hein, si les personnages ils se touchent jamais, ça va être un peu étrange, donc il va falloir que je travaille là-dessus. Et aussi j'ai pas fait de personnage masculin, alors là encore c'est dommage, c'est quand même avec les décors, je fais l'effort d'en faire un petit peu partout dans le carnet, et au moment où j'ai composé cette double page, j'ai pas fait attention. Bon, promis, le prochain sketchbook session, il y aura un garçon casé quelque part. Voilà, je vous en fais la promesse solennelle. Au moment où vous allez voir cette vidéo, j'ai déjà pas mal dépassé la moitié du carnet. Donc sans trop m'avancer et sans trop me vanter, je pense que je l'aurai fini à la fin du mois. Donc est-ce que je vais prendre le deuxième, sachant que au bout de 60 pages, je commence à être un petit peu lassée de ce papier, ou est-ce que je vais essayer de me trouver un autre carnet en attendant les Etchers, puisque vous savez c'est la campagne Kickstarter à laquelle j'ai participé, mais les carnets n'arrivent que courant juillet, et en plus ils ont un petit peu retardé puisqu'ils ont changé la qualité du papier, ils l'ont amélioré. Donc je suis très, très contente, mais ça retarde de quelques semaines la production, donc je sais pas si ça va pas retarder, je pense que si, ça va retarder l'expédition. C'était prévu pour juillet, mais on ne sait pas si c'est début, fin, et puis comme ça vient d'Australie, je pense que ça met bien 15 jours à arriver au minimum. Donc bon, en attendant, je vais me retrouver avec tout un mois où j'aurai plus de carnet, donc je sais pas trop comment je sais pas, je vais voir comment je vais m'organiser. Bon, on n'y est pas encore et puis on verra à ce moment-là. En tout cas, j'espère que cette session, elle vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant, aussi bien graphiquement, j'espère que les dessins vous plaisent. Et pour ceux d'entre vous qui écrivent des histoires ou qui envisagent d'écrire des histoires, j'espère que je vous ai donné quelques informations utiles, quelques petites clés, et que mes observations vous aideront vous aussi. Et sinon, j'espère que mon discours vous a pas trop saoulé. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. Ce sera pas
une session sketchbook, puisque comme je vous le disais, je vais essayer d'alterner de temps en temps, par exemple de faire 2 sessions sketchbook, puis de couper avec une vidéo un petit peu différente et de revenir après, ainsi de suite. Ce sera un haul, parce que j'ai reçu 2-3 trucs que j'aimerais bien vous montrer. Et j'aborde un sujet, alors ça je sais pas s'il y a assez de matière pour en parler, je pense que si, pour en faire un débat ou si ça peut vous intéresser, mais je parle un petit peu du monde de l'édition et de ce que je pense du fait d'être édité, parce que dans le haul, ça va être des choses, des campagnes de financement participatif pour l'essentiel, ou des choses qui étaient en précommande, et je vous explique un petit peu pourquoi j'achète plus vraiment de BD dans le commerce et que j'ai plutôt tendance à me diriger vers les choses qui sont auto-éditées ou en campagne de financement participatif. Bon voilà, on verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, on peut se retrouver sur Instagram, je montre souvent des choses que vous ne voyez pas là sur la chaîne YouTube, où vous pouvez retrouver les différents modèles que j'ai utilisés pour ces images-là sur Pinterest, donc n'hésitez pas à aller consulter mes tableaux. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Bye!